Thomas Outaïa-Koumar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur des programmes et du plaidoyer pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, une ONG dont l'objectif est d'influencer les politiques publiques tout en mobilisant la société civile, une ONG reconnue d'utilité publique. Alors, le 3 juin dernier, Emmanuel Macron s'est agacé de voir son bilan écologique détricoté par le gouvernement de François Bayrou et par le Parlement. Il évoquait notamment la suspension de MaPrimeRénov', suspension qui a été déclarée comme temporaire par Éric Lombard, le ministre de l'économie. Est-ce que vous comprenez cet agacement du président de la République ? Il aurait peut-être pu se réveiller un peu plus tôt, parce que les détricotages environnementaux, on en parle depuis très longtemps. On parlera tout à l'heure du secteur agricole qui catalyse beaucoup de tensions, notamment avec cette proposition de loi Duplon qui est discutée en ce moment et qui va être rediscutée fin juin, le 30 juin ou début juillet, à la commission mixte paritaire, pour justement acter un peu les décisions de l'avenir du monde agricole sur des enjeux clés. Mais on a tellement d'autres domaines d'activité dans lesquels on a eu malheureusement des retours en arrière sur le volet environnemental. Oui. On va y revenir. Alors, inertie, indifférence, désengagement international. Le président de la République française a utilisé des mots très forts lors de son discours lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en juin dernier à Nice. Il évoquait l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des questions écologiques, souvent reléguées au second plan. Vous faites, vous aussi, en tant qu'ONG, le même constat ? Oui, déjà en France, on a des vrais reculs sur le volet environnemental. Le problème d'Emmanuel Macron dans cette prise de parole, c'est qu'il n'a pas de vrai leadership dans son gouvernement, puisque ses ministres aujourd'hui, et notamment en discussion interministérielle, font souvent cavalier seul lorsqu'ils prennent la parole sur tel ou tel sujet. Ce qui fait que lorsqu'il dit que le gouvernement français n'en fait peut-être pas assez et qu'à l'international, il faut en faire davantage, il y a une dissonance qui est perçue de notre côté, du côté des citoyens, sur la direction que Emmanuel Macron veut donner à notre pays en matière d'écologie. En même temps, ce discours peut être considéré comme un double discours politique parce que lui-même, alors qu'il était au pouvoir président de la République avec un gouvernement à sa main, n'a prononcé ce mot écologique qu'une seule fois dans ses vœux aux Français en 2025, 5 minutes à la fin des 3 heures d'entretien accordé à TF1 le 13 mai. Idem pour François Bayrou, alors qu'on ne sait pas forcément très sensible à ces questions sur l'écologie. Le budget du ministère de la Transition écologique cette année est en baisse de plus de 2 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. Comment est-ce que vous... D'abord, est-ce que vous voyez ça, vous percevez ça comme un double langage de la part des politiques ? Clairement. En fait, c'est de concret dont on a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens, les citoyennes attendent d'avoir une direction claire qui soit tracée en matière d'économie, d'écologie, et de voir comment est-ce qu'on peut composer avec les deux. Et lorsqu'on a Emmanuel Macron qui prend la parole très récemment pour dire « il nous faut plus d'écologie » alors que précédemment il en a très peu parlé, et sur beaucoup de domaines, qu'il a laissé filer énormément de propositions de loi, énormément de projets de loi qui vont justement à rebours des ambitions écologiques qu'on devrait justement mettre sur la table, c'est un double discours et ça paraît très tardif et assez incompréhensible pour la majorité d'entre nous. Ouais. Alors, des amours, des politiques, même hostilité, l'écologie en fait est en recul partout. Si on dresse une liste non exhaustive de ces dernières semaines, de ces derniers mois, la suspension du plan Écophyto, ça c'était une annonce du gouvernement le 1er février dernier, donc un plan qui visait à réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030, la fin des ZFE, ces zones à faible émission un peu partout en France, la révision de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, le chantier de l'A69, alors qui court aussi sur plusieurs années, particulièrement contesté par les défenseurs de l'environnement, qui a pu reprendre en attendant une nouvelle décision de justice. Et puis récemment, la loi Duplon avec la réintroduction d'un néonicotinoïde qui est interdit en France, pas en Europe, mais en France. Votre avis sur ces reculs, notamment sur ce dernier coup de boutoir, cette loi Duplon ? On peut prendre 2 sujets. On peut commencer par le secteur agricole et puis on peut aussi parler du ZAN, qui est le zéro artificialisation nette. Sur le volet agricole, aujourd'hui, la proposition de loi Duplon, qu'est-ce que c'est ? C'est simplifier les normes environnementales
pour que des exploitations agricoles puissent utiliser plus simplement des pesticides de synthèse, notamment pour lutter contre des insectes qui vont ravager des cultures. Le problème, c'est que l'utilisation de ces molécules, ça a des effets délétères sur la santé humaine, donc sur votre santé, la mienne, celle de nos enfants, et puis ça a aussi des effets sur l'environnement. Le deuxième point important de la proposition de loi Duplon, c'est d'agrandir plus facilement des gros élevages. C'est ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire à partir d'un certain seuil, on estime que des exploitations sont très grosses. Et ce que veut faire cette loi, c'est de faciliter leur agrandissement et de mettre plus d'animaux à l'intérieur. Le souci, en fait, c'est que, d'une part, la proposition de loi Duplon, elle continue le virage productiviste que la France a déjà prise juste avant. On avait une loi d'orientation agricole, c'est un peu notre vitrine française en matière d'agriculture pour les 10-20 prochaines années. Et déjà, ça a été une grosse déception, puisque l'idée, c'était d'ancrer le paradigme que la France doit maximiser son potentiel productif, c'est-à-dire produire toujours plus. Agriculture intensive versus agriculture familiale, petite exploitation. Alors là, on est plutôt... C'est le modèle français. Aujourd'hui, les exploitations agricoles, elles ont quelle taille ? Elles sont plutôt justement, c'est des grosses exploitations ou alors elles ont une taille plus modeste ? En fait, pour faire simple, lorsque l'on parle d'une agriculture intensive, c'est une agriculture qui est fortement consommatrice en ressources. C'est ce qu'on appelle des pesticides de synthèse, des engrais azotés de synthèse, qui va utiliser beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Et donc, ces exploitations-là, l'idée de la loi, qui arrivait juste avant Duplon, c'est de pérenniser ce modèle. Donc d'avoir une agriculture qui est perfusée par des importations. Et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais la France importe près de 3/4 de ses engrais azotés de synthèse. Et en grande partie en provenance de Russie. Et donc dans ce contexte géopolitique très fragile, nos élus devraient plutôt penser à la manière dont la France peut être plus autonome en matière d'agriculture, faire en sorte d'avoir moins d'importations et donc de trouver des solutions alternatives. Ça fait des années qu'on parle de transition agroécologique, c'est-à-dire une agriculture qui est moins consommatrice en énergie et en intrants, en pesticides de synthèse, en engrais azotés de synthèse, et qui se tourne justement vers des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Pourquoi ? Parce que toutes les dernières études nous montrent qu'en Europe et en France, les sols sont en très mauvais état. Et donc, c'est un peu le socle sur lequel l'agriculture peut faire pousser ses plantes. Et comme ces sols sont en très mauvais état parce que le taux de matière organique ne fait que se réduire ces dernières années, toutes les études montrent que même pour le blé, l'avoine, l'orge, on est sur des rendements qui décroissent. Donc, il va falloir de toute façon réfléchir autrement plutôt que d'utiliser ces intrants qui polluent nos sols et affectent justement ce rendement. Et ce n'est pas du tout la philosophie qui a été prise dans cette loi. Donc on arrive malheureusement sur une loi d'orientation qui est très déceptive. Ce qu'on a pu faire quand même, et là je me tourne vers nos travaux, c'est d'essayer d'arracher, dans ce contexte législatif compliqué et qui fait suite quand même à 2 années de crise agricole, d'essayer de faire en sorte que 1/5 des surfaces agricoles soient en bio d'ici 5 ans. Et donc on a réussi à faire rentrer dans la loi l'obligation française de doubler nos surfaces bio d'ici 5 ans. Et je rappelle, l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est ? C'est une agriculture qui n'utilise pas justement d'engrais azotés de synthèse et de pesticides de synthèse et qui a justement des vertus pour le sol, pour l'environnement et pour la santé humaine. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Donc il va falloir faire en sorte que les 4/5 de surface restantes, les 80% de surface restantes, aillent dans cette dynamique. Et pour ça, il va falloir accompagner les agriculteurs pour s'affranchir progressivement de ces pesticides. C'est tout l'objet de ce que vous avez évoqué avec ce plan éco-phyto et qui aujourd'hui n'est pas au niveau. Et j'en termine avec cette proposition de loi Duplon, qui est un peu la suite logique de cette loi d'orientation, cette fameuse vitrine agricole française. Cette proposition de loi Duplon, aujourd'hui, elle concrétise plusieurs actions, notamment celle de faciliter l'usage des pesticides, celle de tenter de mettre notre agence de sécurité sanitaire sous tutelle, avec une priorisation autre des dossiers. Oui, l'État, les préfets ayant la main sur ces agences plutôt que une forme d'autonomie qu'elles avaient jusque-là, quoi. Pour dire les choses simplement, l'agence de sécurité sanitaire des aliments, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle autorise la mise sur le marché de pesticides. Et l'idée de cette proposition de loi, c'est de changer ses prérogatives et de faire en sorte que, pour des raisons économiques prioritaires, on délaisse les enjeux de santé publique. C'est toujours l'économie contre la santé publique, contre l'environnement. Vous avez cette impression d'une dualité permanente ? Bien sûr.
Mais c'est assez grave, parce qu'en fait, on est en train de dire, cette agence de sécurité sanitaire, qui a quand même des prérogatives fortes, qui est censée assurer la salubrité et assurer des enjeux de santé publique, on est en train de dire qu'elle pourrait prioriser certains dossiers pour des raisons économiques, et en délaissant totalement la santé publique. Ça, c'est quelque chose qui est pas compréhensible. Et pourtant, quand on fait un constat, alors récemment, maintenant, le nouveau scandale de santé publique, c'est la découverte de cadmium qui provient des engrais phosphatés. Donc, nous en avons tous dans le sang, et on sait, et les enfants notamment, mais les adultes aussi, et on sait que ce cadmium va favoriser une explosion des cancers dans les prochaines années. Comment est-ce que ces questions de santé publique, qui sont extrêmement importantes, qui nous concernent tous, ne trouvent pas leur chemin vers nos politiques et ne se traduisent pas dans la loi? Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de lobbying intense, que la FNSEA, pour ne citer que ce syndicat agricole, qui est le premier de France, a l'oreille du gouvernement bien plus que ces questions de santé publique? Les syndicats majoritaires ont l'oreille du gouvernement. Ça, c'est une évidence, et on l'a vu toujours dans la proposition de loi Duplon. On a même des réécritures d'amendements qui ont été réalisées entre le gouvernement et avec le sénateur qui s'appelle Monsieur Duplon, et qui a justement réécrit, par exemple... Qui est un ancien éleveur. Qui est un ancien agriculteur, qui faisait partie du syndicat majoritaire, et qui a justement réécrit l'article concernant l'acétamipride, c'est-à-dire ce néonicotinoïde interdit en France aujourd'hui, de manière à le réintroduire. Pas en Europe. Ça aussi, c'est un des arguments des défenseurs de cette loi, c'est pourquoi est-ce que la France serait plus vertueuse que l'Europe. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il faut s'attaquer à tout au niveau européen. Je vais y revenir. Mais juste avant, quand même, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est sur la santé. En fait, aujourd'hui, le cadmium révèle qu'on est tous exposés à certaines molécules et que ça devient un vrai enjeu de santé publique. Donc là, on pourrait déjà se dire, le ministre de la Santé s'est un peu réveillé en proposant très récemment des kits gratuits potentiellement pour du dépistage de cadmium, parce que cette affaire prend de l'ampleur. Et donc, tout le monde commence à comprendre que l'agriculture aujourd'hui, elle est certes perfusée aux engrais azotés de synthèse, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi aux engrais phosphatés. Et c'est dans ces engrais phosphatés, qui est un nutriment nécessaire à faire pousser les plantes, qu'on retrouve aussi ces traces de cadmium qui se sont accumulées notamment dans les sols. Et donc, on en devient exposé. Ça peut générer des problèmes très graves, d'un point de vue de la santé, mais on a aussi les pesticides de synthèse, dont les impacts sont déjà connus. Les agriculteurs sont les premiers concernés et sont aujourd'hui impactés. Les premières victimes de cette utilisation excessive de pesticides de synthèse et l'exposition professionnelle avec les maladies lymphomenant-hodgkinien, la maladie de Parkinson, Alzheimer, tout ça, ça a été reconnu maladie professionnelle. Donc on parle de choses très factuelles dans laquelle la priorité, ce serait de se poser la question comment on fait en sorte de porter une agriculture qui soit viable économiquement, et de l'autre côté, qui génère le moins d'externalités négatives pour la santé humaine, que ce soit pour les agriculteurs, qui sont les premières victimes, comme vous l'avez très bien dit, mais aussi nous, en tant que citoyens, qui sommes aussi exposés à ces pesticides, à ce cadmium, etc. Le point que vous évoquez sur les distorsions de concurrence, ça c'est un vrai sujet. Il faut un petit peu remettre l'église au centre du village, parce qu'on a malheureusement des élus qui racontent n'importe quoi là-dessus. Ces fameuses surtranspositions. Qu'est-ce que c'est ? C'est la France fait plus d'efforts aujourd'hui que les autres pays du monde, que les autres pays européens. Et donc, il faut arrêter ça. La France n'a pas à faire plus d'efforts. Donc, on nous parle de surtransposition, c'est-à-dire des molécules que nous n'avons pas le droit d'utiliser, c'est-à-dire qui sont interdites chez nous et qui sont utilisées par d'autres pays tiers. Ça fait 1 an que je demande aux ministres concernés, puis il y en a eu plusieurs, parce qu'il y a eu la dissolution, etc. Donc, ça fait 1 an que je demande la liste des surtranspositions, pour comprendre un petit peu dans quelle mesure la France fait véritablement plus d'efforts que les autres. Je ne l'ai jamais eu. L'acétamipride dont on parle, c'est un cas réel de surtransposition. C'est pour ça qu'on en parle. Vous n'entendez pas parler des autres molécules. C'est l'acétamipride, parce qu'effectivement, en 2018, il y a eu une interdiction pour la France d'utiliser l'acétamipride, mais continue d'être utilisé par d'autres pays européens, notamment l'Allemagne par exemple. Et ça, c'est un cas de distorsion de concurrence. Pourquoi est-ce que nous, on s'inflige une punition en matière d'interdiction et pas les autres ? C'est qu'à l'époque, d'un point de vue historique, la France a voulu être pionnière
en se disant, les néonicotinoïdes, qu'est-ce que c'est dans ce nom barbare? C'est affecter le système nerveux de certains insectes, mais en ayant, des insectes ravageurs, celles qui vont faire du mal aux cultures. Mais le problème, c'est que c'est aussi des dommages collatéraux. C'est-à-dire que ça pollue les sols, mais ça affecte aussi d'autres insectes, c'est-à-dire des abeilles. Et c'est pour ça qu'on parle d'insecticides tueurs d'abeilles, parce que ça va affecter des pollinisateurs dont on a besoin pour faire pousser nos plantes. La pollinisation, elle est essentielle aujourd'hui pour nos cultures. Et il est là aussi l'enjeu environnemental, au-delà de l'enjeu de santé publique qu'on évoquait juste avant. Là-dessus, il faut se poser 2 questions. Est-ce qu'on a réellement besoin d'acétamipride? Parce que tous les autres néonicotinoïdes que nous avons, nous, la France, en tant que pionnier décisionnaire sur cet enjeu, tous ces néonicotinoïdes, autres que l'acétamipride, ont été ensuite supprimés par l'Union européenne. L'Union européenne nous a suivis. Ça a mis un petit peu de temps, mais elle nous a suivis. L'acétamipride est en voie d'interdiction progressive. Ce n'est pas tout de suite, mais déjà l'année dernière, les limites de résidus de l'acétamipride, qui sont autorisées, ont été divisées par 3 ou par 4, il faudrait vérifier, mais ont été drastiquement réduits parce que les études montrent que l'acétamipride est un problème. Donc on est sur une voie possible et très probable d'interdiction, comme l'ont été les autres néonicotinoïdes. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut réautoriser un néonicotinoïde qui pose problème pour notre santé et pour l'environnement, mais dans une logique de fuite en avant, puisque de toute manière, même en continuant à utiliser cet acétamipride, ça va générer des résistances. Les insectes vont... Il faudra trouver autre chose. Il faudra trouver autre chose. Il faudra trouver une autre molécule qui posera les mêmes problèmes. Et donc, cette fuite en avant n'a pas de sens. Le deuxième point, c'est de dire, mais il faut aider les agriculteurs, parce qu'il y en a certains qui sont en difficulté. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Et là, on en reviendra parce que c'est le cœur de la proposition à la loi Duplon, qui est un leurre, aujourd'hui, je le dis sans aucun problème. Et ça, c'est un point essentiel, c'est sur l'enjeu économique. Mais pour revenir d'abord sur les agriculteurs qui sont en difficulté. On nous parle des producteurs de noisettes. Environ 350 producteurs en France. Et c'est pour eux, en particulier, qu'on réautorise l'acétamipride. La question à se poser, comme je le disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a besoin de réautoriser cet acétamipride pour sauver une filière qui est apparemment en très grande difficulté? En 15 ans, la filière noisette, elle a multiplié ses surfaces par 2 et a eu des rendements qui ont énormément varié depuis l'interdiction de cet acétamipride, avec une excellente année, je crois, en 2022 ou 2023. Je crois que c'est en 2023, il y a eu une excellente année, mais suite à l'interdiction de l'acétamipride. Donc ça n'a rien à voir avec... C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que la variation des rendements de cette filière noisette, elle est due à plein de choses, et notamment au climat. Et donc, avec les questions de réchauffement climatique, on a des dérèglements et des extrêmes qui se mettent en place avec des gels des gels printaniers plus ou moins précoces, plus ou moins tardifs. On a des sécheresses à répétition. On a des problèmes d'usage de la ressource en eau. Et tout ça, on a des problèmes de précipitation notamment. Et tout ça, ça va affecter les rendements de cette filière-là, mais qui ne sont pas dus uniquement à l'utilisation de l'acétamipride, puisqu'on a quand même eu des belles années suite à cette interdiction. Donc c'est un faux problème. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on ne pose pas la question de la bonne question, en fait. Non. Ou on n'apporte pas la bonne réponse. On n'apporte pas du tout la bonne réponse, on pose la bonne question. Parce que je trouve ça très légitime de dire on a des agriculteurs et des agricultrices qui sont en difficulté. On a d'autres pays qui utilisent une molécule que nous n'avons pas le droit d'utiliser. Donc est-ce qu'il faut la réautoriser pour les sauver? Donc moi je me pose tout de suite la question, et c'est ce que je vous expliquais juste avant, est-ce qu'on a besoin de sauver une filière qui a doublé ses surfaces en 15 ans, qui n'est pas en situation de péril économique, et dont le précédent projet de loi de finances a donné 30 millions d'euros à l'interprofession qui gère la noisette. Mettez en vis-à-vis les 18 millions d'euros que Annie Genevard a supprimés pour l'agriculture biologique, très récemment. Donc pour moi, aujourd'hui, la filière noisette n'est pas en péril économique. Elle a justement une opportunité économique, d'où cette augmentation de surface, et cherche en fait à dynamiser sa production pour plusieurs raisons. Agroalimentaire, puisqu'il y a aussi une grosse entreprise, Ferrero, qui compte sur la noisette française pour alimenter son usine et sa production de Nutella. Et plutôt que de réfléchir à pérenniser la filière noisette en lui apportant des vraies solutions sans phytosanitaires de synthèse et avec des solutions agroécologiques, on part dans une fuite en avant avec des modes de production qui vont faire toujours autant de mal aux comportements environnementaux et qui n'apporteront in fine pas de solution aux agriculteurs. Il n'y a pas de réflexion à long terme sur les questions agricoles, selon vous, c'est ce que vous dites en fait? Non.
C'est du damage control permanent, c'est beaucoup de démagogie. Et en achetant la paix sociale avec des agriculteurs qui sont en colère et pour des raisons réelles. Donc déjà, j'en arrive à mon point économique. Pourquoi depuis 2 ans, on a une crise agricole si importante ? C'est parce qu'on a une majorité d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur métier et qui ne comprennent pas pourquoi, avec tant de subventions, tant de milliards d'euros de subventions publiques qui proviennent de nos impôts, nous en tant que contribuables français, pourquoi est-ce que nos agriculteurs français triment autant ? Pourquoi près de 20% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté ? Comme l'a bien démontré les dernières études, et notamment l'INSEE très récemment. Est-ce que la proposition de loi Duplon répond à cet enjeu-là ? Pas du tout. Et pourquoi je disais tout à l'heure que la PPL Duplon c'est un leurre ? C'est qu'il va même à l'inverse de cette problématique. Si je prends le sujet de l'élevage, la PPL Duplon cherche à agrandir les plus gros élevages. C'est-à-dire des élevages qui sont déjà très gros, qui ont beaucoup d'animaux, et donc de faciliter leurs agrandissements. Parce qu'il y a normalement, il y a des normes environnementales, comme elles polluent beaucoup, ces exploitations agricoles, il faut gérer un petit peu tout ça. Sinon, on se retrouve avec beaucoup d'algues vertes dues aux porcheries bretonnes, on se retrouve avec beaucoup de lisiers, de polluants, d'émissions d'hydrogène sulfuré, beaucoup d'ammoniac, beaucoup de nitrates. Tout ça, c'est un vrai problème environnemental et aussi de santé publique. Pourquoi est-ce qu'il veut alléger ces contraintes-là ? C'est pour permettre à 3% des élevages français d'agrandir plus facilement leurs élevages. Quand on parle de 3% des élevages français, c'est des élevages de volailles avec 40 000 têtes d'animaux dedans, c'est des élevages de porcs avec 2000 cochons, et pour les bovins, c'est 800 vaches. C'est d'ailleurs 0,1% des exploitations bovines en France qui sont beaucoup plus petites en général, et pour les exploitations, ce qu'on appelle bovines allaitantes, les vaches à viande, on est beaucoup sur des systèmes pâturants, herbagés. Donc là, la question qu'on doit se poser, c'est, donc on est sur une proposition de loi qui ne concerne que 3% des élevages. Et pour la plupart, des agriculteurs qui vivent plutôt bien de leur vie. Si vous prenez les ICPE, donc les installations classées pour l'environnement, qui concernent ces 3%, on a des agriculteurs dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros par an. C'est des entrepreneurs, en fait. Ce sont des entreprises agricoles plus que des agriculteurs au sens où on l'entend en France en général de façon traditionnelle. Moi, la question que je pose surtout, c'est on est sur des exploitations qui sont viables économiquement, dont les agriculteurs sont très bien payés et dont on veut faciliter la vie. Pourquoi faciliter la vie de ceux-là en particulier qui constituent une minorité ? Et pas des 97% restants, exactement. Ça fait penser aussi à toute la polémique autour des méga-bassines, Sainte-Soline, et l'usage de cette eau pour une toute petite catégorie d'agriculteurs. Moi, je me pose la question, pourquoi ces agriculteurs en particulier ont plus l'oreille du gouvernement que la majorité des exploitants agricoles en France qui n'ont pas ce schéma, ce modèle économique de grosses exploitations, de gros élevages ? Pourquoi, selon vous ? Parce que le gouvernement, d'une part, est très fébrile lorsqu'il met en place des politiques publiques agricoles, parce qu'il a peur des tracteurs. Et puis le deuxième point, c'est beaucoup plus facile d'acheter la paix sociale avec des mesures qui, soi-disant, vont faciliter la vie des agriculteurs. Vous voyez, le nom de cette proposition de loi, c'est « lever les contraintes du métier d'agriculteur », faciliter la vie des agriculteurs. Mais qui n'a pas envie de le faire ? Le métier d'agriculteur, c'est extrêmement difficile. C'est 2 fois la charge horaire qu'ont des cadres derrière des bureaux. C'est 70 heures par semaine facile. Et puis, ce sont des gens qui ne gagnent même pas un SMIC horaire. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, dans le secteur laitier, que d'un côté, vous avez le secteur de l'aval, les industries agroalimentaires et la grande distribution, qui, entre 2018 et 2021, ont dégagé plus de 800 millions d'euros de bénéfices nets. Ça, c'est issu de nos travaux qu'on a publiés il y a 2 ans. Et de l'autre côté, vous avez des agriculteurs et des agricultrices qui ne gagnent même pas un SMIC horaire. Vous voyez qu'on a un problème de répartition de la valeur. Et donc, ce que je pose comme question, c'est pas tant, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, les fameux ICPE, qui concernent 3% des élevages. Le problème, c'est cette répartition de la valeur. Qui souhaite-t-on aider ? Pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne parle pas de ces 97% d'élevages restants qui sont dans une situation extrêmement compliquée ? Là, je parlais du secteur laitier, où une grande partie d'entre eux ne gagnent même pas un SMIC horaire. Mais par exemple, les élevages bovins allaitants, les vaches à viande, dont près de 20 à 25% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, n'ont pas de solution aujourd'hui pour relever la filière. Et ce constat a été partagé par l'interprofession bovine, qui a dressé des constats très similaires à nos travaux, en disant que la filière était moribonde.
On a des agriculteurs qui ferment la porte. Donc, si un gouvernement et des élus souhaitent justement installer ce fameux million de paysans, parce que c'est ça un peu notre horizon. Ça, on veut installer le renouvellement des générations, parce qu'on arrive à l'aune de 2030 à quasiment plus de la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc c'est un sujet majeur en matière de souveraineté alimentaire. Le problème, c'est que si on continue dans la voie de Duplon, on va continuer à concentrer et à agrandir des exploitations avec un exploitant en gestion. Ça va pas résoudre ça va installer personne. Le problème. Ça va installer personne. Il faut aujourd'hui penser à ce qu'on appelle la restructuration des fermes, c'est-à-dire des fermes qui sont surcapitalisées, surendettées. C'est pour ça qu'on a des agriculteurs qui sont vraiment dans la difficulté, et de voir comment on peut créer des exploitations qui soient beaucoup plus diversifiées, avec plusieurs ateliers, et qui permettent une installation plus importante, dont la rémunération soit plus digne. Donc, conclusion de cette histoire, c'est qu'on a aujourd'hui une loi qui est calibrée pour une minorité d'agriculteurs, c'est-à-dire les plus gros, les plus intensifs, les plus aisés. On met sur le bas-côté tous les autres qui pensent qu'on leur apporte des solutions, parce que ça fait toujours beau de dire qu'on va leur faciliter la vie, mais on facilite rien et on n'apporte aucune solution à la majorité des agriculteurs aujourd'hui et des éleveurs. Et on fait passer une loi en réautorisant des néonicotinoïdes qui sont mauvais pour l'environnement, pour la santé, et qui s'inscrivent dans une fuite en avant, c'est-à-dire une agriculture qui va utiliser davantage d'intrants et perfuser justement à ces fameux engrais azotés, à ces engrais phosphatés, à ces pollutions au cadmium. Donc là, on est sur un point de bascule très important, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, parce que ce secteur, il cristallise toutes les tensions, mais il est l'illustration parfaite de ce double discours qu'on évoquait en tout début d'interview avec Emmanuel Macron, qui aujourd'hui se positionne en fervent défenseur de l'écologie, mais dont son gouvernement, dont une majorité, agit à l'antipode de son beau discours au sommet de l'océan récemment. Vous appelez donc à un changement radical c'est un changement de paradigme auquel vous appelez. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette agriculture qui productiviste, qui court à sa perte au final, puisque vous disiez très justement que les terres devenaient de plus en plus pauvres et qu'on allait avoir besoin de plus en plus d'intrants, et que c'est une course folle qu'il faut absolument stopper. Il faut la stopper, mais après, quand on parle de grand paradigme, ça fait toujours peur. Ça fait peur. On a l'impression que c'est une révolution, que c'est radical. Et que c'est impossible. Alors, faire exploser, mais c'est pas le cas. C'est une révolution, c'est le cas. Après, il faut apporter des solutions concrètes. Moi, j'ai pas peur de dire qu'on attend aussi, nous, en tant qu'ONG, certaines solutions, parce que c'est bien beau de dire je veux le grand soir, mais à un moment donné, il faut des solutions. Et vous m'avez posé une question tout à l'heure, comment on peut justement accompagner ces agriculteurs à s'affranchir progressivement de ces pesticides. Dans cette proposition de loi Duplon, on a ce qu'on appelle la séparation vente-conseil, c'est-à-dire qu'originellement, on s'était dit, peut-être qu'un distributeur de phytosanitaires, il n'est pas en mesure de faire du conseil, parce que vous voyez un peu le conflit d'intérêts. Oui. Voilà, je vous fais du conseil, ça paraît un peu logique, je vais vous vendre ce que je vous conseille. Ouais. Donc l'idée, c'était de séparer ces deux activités. Ça a été un échec pour plusieurs raisons, qu'on n'aura pas vraiment le temps d'expliquer ici, mais ça a été effectivement un échec. Donc ils cherchent à supprimer cette séparation vente-conseil, c'est-à-dire de revenir un peu à une activité originelle. Moi, ce que je proposais depuis un moment, c'était de conserver cette séparation de conseil et à côté de créer un corps de conseillers indépendants. C'est-à-dire un corps de conseillers, et pourquoi pas par délégation de service public, qui puisse dispenser chaque année, tous les 2 ans, un conseil obligatoire et gratuit à tous les agriculteurs et les agricultrices en leur montrant différents scénarios économiques. Vous êtes agricultrice, je suis conseiller, je fais partie de ce corps de conseillers publics, et je suis en mesure de vous montrer plusieurs scénarios avec à chaque fois une viabilité économique, mais une trajectoire qui permet de vous affranchir progressivement de ces pesticides de synthèse et de ces engrais azotés de synthèse, qui s'inscrit d'ailleurs dans ce fameux plan Écophyto, qui est notre plan national de réduction d'usage des pesticides. Et en faisant ça, on permettrait d'arriver progressivement à cette diminution de 30, 40, 50% de phyto à une échéance de 2030, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais ça coûte de l'argent. Et dans un contexte de contraction budgétaire, dont on parle beaucoup, dégraisser le mammouth, etc. C'est pas très porteur. C'est pas porteur. Donc, il faut trouver des recettes. Donc, j'avais proposé différentes taxations et qui pénalisent
pas uniquement les agriculteurs, mais qui pénalise beaucoup les acteurs de l'aval, les distributeurs de phyto. On avait différents systèmes de taxation possibles. La taxe sur la vente des pesticides, la redevance pour pollution diffuse, qui est une taxation, qu'on pollue les eaux, les sols, on paye une taxe. Et puis, ce qu'on appelle des CEPP, des certificats d'économie aux produits phytosanitaires. Ces CEPP, c'est très simple. Je suis distributeur de phyto. Si je ne suis pas en mesure de vous donner des alternatives pour utiliser autre chose que des pesticides de synthèse, je suis pénalisé. Et donc, je n'ai pas assez de certificats et je paye une taxe. J'avais proposé de... Ça favorise la recherche pour les solutions alternatives, parce que ça aussi c'est un vrai problème. Aussi, et ça permettait, en élargissant l'enveloppe et en élevant la taxation, on pouvait arriver par ce cumul des taxes à 250 millions d'euros, à 300 millions d'euros, nécessaires pour financer ce corps de conseillers, donc de milliers de fonctionnaires pour aider justement les agriculteurs. Donc les solutions existent. Vous êtes, en tant qu'ONG, pourvoyeur notamment de ces solutions dans un dialogue continuel avec les pouvoirs publics et puis avec les agriculteurs, mais pas que, aussi tous ceux qui doivent travailler avec la nature, l'environnement. Est-ce que vous, en tant qu'ONG, vous faites ce constat que beaucoup de défenseurs de l'environnement font, c'est que les effets plus les effets de l'érosion et de la biodiversité deviennent tangibles et massifs, plus il y a un recul de la mobilisation sur la question écologique. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix est de plus en plus difficilement audible aujourd'hui, voilà, qu'il y a de plus en plus d'obstacles pour faire entendre votre voix? Oui, mais après... au-delà de la trumpisation de la société, parce que c'est ce que vous sous-entendiez, c'est-à-dire qu'on a des élus qui sentent un appel d'air pour justement mettre de côté les sujets écologiques et faire preuve à côté de démagogie, de tenter d'acheter la paix sociale avec certains citoyens, certains corps de métier, en leur promettant des choses qui finalement ne leur serviront à rien. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on attend des solutions, mais que la discussion est très très difficile, parce qu'on nous met toujours en vis-à-vis avec justement les différents corps de métier. Par exemple, sur l'agriculture, ça a été notre grand sujet aujourd'hui, on tente aujourd'hui de mettre le monde environnemental, c'est-à-dire des ONG et puis des fondations reconnues d'utilité publique comme la nôtre, en confrontation directe avec des agriculteurs. Et c'est difficile d'entamer le dialogue, parce que dans tous nos sujets qu'on a évoqués, vous aviez dit, mais est-ce que c'est pas normal qu'on fasse plus d'efforts que d'autres ? Je parlais de l'Europe tout à l'heure, mais par contre, la France fait effectivement beaucoup plus d'efforts que des pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Parce qu'on a des pays tiers, en dehors de l'Union européenne cette fois-ci, qui utilisent des substances que nous n'avons pas le droit d'utiliser et qui sont importées chez nous. Et donc au début, peut-être d'ailleurs que je me suis mal exprimé lorsque j'évoquais ces surtranspositions, parce que je parlais bien des surtranspositions au niveau européen. Oui, mais ça, je crois qu'on avait compris. Ouais. C'est important, parce que voilà, il y en a certains qui ne vont pas jusqu'au bout de cette interview. C'est vrai qu'il y a une distorsion de la concurrence entre l'Europe, qui est plus vertueuse que beaucoup de pays dans le reste du monde. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas être le moins-disant et se caler sur ce que font les autres quand ils font mal. Oui, mais il faut quand même répondre par des mesures de marché. Parce que pour le coup, lorsqu'on parle justement de ces distorsions de concurrence, on nous met en confrontation, et parfois qui est saine, parce qu'il faut débattre, mais les agriculteurs disent souvent, les ONG n'ont pas compris le désarroi dans lequel on se trouve et ce qu'est la distorsion de concurrence. Nous, ça fait des années qu'on travaille dessus, et on a proposé quelque chose d'ailleurs qui a été beaucoup repris dans le monde politique, ce sont les mesures miroirs. Les mesures miroirs, qu'est-ce que c'est ? C'est l'interdiction d'importer des produits qui ont été cultivés avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. C'est une sorte de barrière. C'est pour ça qu'on appelle ça des mesures miroirs. Et lorsqu'on a proposé ça, ça a été porté au plus haut niveau, déjà par Gabriel Attal. On l'a entendu lors de la crise agricole. C'est remonté jusqu'à Emmanuel Macron. On a aujourd'hui tous les membres du gouvernement qui parlent de mesures miroirs. C'est bien. Maintenant, il faut des preuves d'amour. Et on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait faire passer ça à la rentrée scolaire, en septembre. Mais on attend de voir qui va suivre le mouvement. Parce qu'il y a les paroles, mais ensuite, il y a les actions. Et nous, en tant qu'ONG, on se bat pour mettre en place les mesures miroirs. Alors attention, par contre, c'est pas mettre en place des mesures miroirs, c'est-à-dire, on n'importe rien chez nous qui est interdit, comme je le disais tout à l'heure, mais on fait ce qu'on veut. Nous, on met en place des mesures miroirs, mais pour donner un appel d'air
aux agriculteurs pour cultiver dans le sens de la transition agroécologique. Plus vertueux. Parce qu'effectivement, vous avez des produits sur les états de marché qui les concurrencent déloyalement, qui sont moins chers, qui ont des pesticides interdits, c'est totalement injuste. Donc il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, mais surtout le porter au niveau de l'Europe. Ouais, et aujourd'hui, on attend d'avoir des politiques qui le portent véritablement. Et ça, c'est des propositions concrètes qui peuvent nous rapprocher du monde agricole. Mais ensuite, il faut leur faire passer l'idée que l'agriculture fonce droit dans le mur avec des compartiments environnementaux en très mauvais état. Et donc ces mesures miroirs, c'est l'occasion importante justement de s'inscrire dans l'agroécologie, et ce qui n'est pas le cas pour une grande partie de notre agriculture française. Vous, en tant qu'ONG, vous êtes... vous espérez, vous pensez qu'un jour ou l'autre, vous serez entendu, écouté, suivi dans ces mesures. Vous avez encore cette expérience-là quels sont les leviers à mobiliser, la société civile qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour remobiliser et le monde politique et la société civile sur ces questions environnementales? C'est déjà d'une part, comme vous le disiez, d'apporter des solutions. Parce que lorsqu'on parle du grand soir, de paradigme, c'est des grands mots qui font toujours peur en disant de toute façon la marche est beaucoup trop haute donc on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que j'essayais du moins à montrer qu'il existe des propositions concrètes. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de poser un constat et de voir si ce constat est partagé. Vous savez, quand on appelle, par exemple, le sénateur Duplon pour échanger avec lui, pour débattre avec lui, on n'a pas de réponse. Donc déjà, dans un premier temps, ce serait bien de poser un constat sur l'état de l'agriculture en France, de qui on parle, qui on essaye d'aider. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne se dirait pas que plutôt que d'avoir une proposition de loi Duplon qui, en plus, passée sur une semaine gouvernementale, on aurait pu prendre une proposition de loi pour parler du partage de la valeur et de la rémunération plus digne, pour lesquelles on a des propositions concrètes. Est-ce que c'est pas ça qu'on aurait dû faire? Donc, on essaie déjà de poser le constat et ensuite d'apporter des solutions, comme je vous le disais, sur comment on accompagne ensuite les agriculteurs à ce passé de phyto, comment on stoppe la concurrence déloyale et comment on peut justement embarquer aussi les citoyens pour leur dire c'est pas perdu, on a des solutions et on essaie d'être le plus intelligible possible. Et ensuite, on accepte le débat sans aucun problème. C'est pour ça que, au-delà d'être lanceur d'alerte, on essaie, nous, dans notre travail, de proposer plusieurs solutions. Mais ces dernières, pour répondre précisément à la question, elles ne sont pas débattues. En fait, on les met de côté et sous le tapis parce que c'est gênant. Il y a beaucoup de gêne. On manque encore de débats en France sur ces questions-là. Écoutez, on va changer de sujet sur le ZAN et je vais vous donner un exemple très concret. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la manière de bétonner des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et aujourd'hui, on est autour de 20 000 hectares artificialisés chaque année, depuis plusieurs années. C'est l'équivalent de 2 fois la superficie de Paris qu'on bétonne chaque année. Ça, c'est un vrai problème parce que, d'une part, on grignote sur l'agriculture, au-delà des espaces naturels, et on a besoin des sols, comme on le disait au début, parce que ça fait partie justement du fonctionnement de notre environnement, et ça permet de préserver les biens communs pour vivre ensemble, tout simplement. Ce ZAN, lorsqu'on parle aux politiques, et peut-être qu'il y en a certains qui se diront, mais ils sont parfaitement au clair sur la nécessité du ZAN. Donc déjà, on est aligné sur ce fameux constat. Le problème, c'est qu'on a des élus qui cherchent à acheter la paix sociale cette fois-ci avec des élus locaux, en leur disant « la vie est trop compliquée, la vie est dure », donc on va essayer de détricoter le ZAN de manière à ce que vous puissiez artificialiser davantage et construire des davantage. Maisons, des immeubles dans vos villes, vous agrandir. C'est ça. Nous, de l'autre côté, lorsqu'on parle aux élus locaux, ils nous disent pareil. Nous, on est parfaitement conscients que les espaces ne sont pas infinis et qu'on doit sortir justement de cette logique de maire bâtisseur. On ne peut pas continuer à construire ad vitam aeternam comme ça. Il va falloir à un moment restreindre cette capacité à le faire. Et donc le ZAN a la place dans le débat public et dans une politique publique. Le souci du ZAN, c'est qu'aujourd'hui, on a des élus qui manquent de moyens et qui n'ont pas les moyens financiers, puisque, sans rentrer vraiment dans les détails, on a sorti des travaux sur la fiscalité du ZAN, c'est-à-dire comment on change la manière de financer le ZAN, puisque aujourd'hui, c'est pas changer le financement, c'est comment on finance justement la mise en œuvre du ZAN. Et les élus nous disent, on n'a pas d'argent déjà pour mettre en place nos infrastructures, nos établissements publics, ce qui est une totale réalité. Aujourd'hui, on n'a plus que la taxe foncière. C'est ça, on a supprimé la taxe d'habitation, donc on n'a plus que la taxe foncière. Et la taxe foncière, ça implique d'artificialiser, puisque pour avoir une taxe foncière, il faut construire. Il faut que ça soit construit. Et donc nous, on a essayé de réfléchir en disant,
Ce qui passe de l'État aux collectivités, c'est ce qu'on appelle des dotations, c'est les aides de l'État vers les collectivités. Et puis on a la fiscalité, c'est-à-dire les taxes, par exemple, sur l'habitation, donc sur les résidences secondaires, sur les logements vacants, etc. On a soumis une batterie de propositions pour justement faire en sorte que les élus soient mieux outillés et qu'ils aient les recettes pour mettre en œuvre justement le ZAN. Et plutôt que de discuter de ça, les élus sénatoriaux, c'est-à-dire la proposition de loi qui s'appelle TRACE, a souhaité aller dans la facilité et détricoter le ZAN en se disant on va exonérer plusieurs domaines d'activité du ZAN, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de compte à rendre, et par exemple le domaine de l'industrie en se disant on va réindustrialiser la France, et pour ça, on ne va pas s'enquiquiner avec le ZAN. Donc le ZAN, on le dégage, et on peut industrialiser tranquillement. Et c'est ça qui est en train de se passer dans les projets de loi de simplification ou dans la PPL Trace. La philosophie, c'est de permettre au domaine de l'industrie d'artificialiser comme il le souhaite. Nous, on a démontré que c'était dommage, parce qu'on avait des rapports qui montraient que la France, en matière de réindustrialisation, va avoir besoin d'un peu plus de 20 000 hectares d'ici 2030. Et dans ces 20 000 hectares, il y a une partie qu'on va grignoter effectivement sur des espaces naturels, mais une grande partie qu'on va pouvoir faire en densification, c'est-à-dire de construire la ville sur la ville, ou construire l'usine, enfin sur de... Voilà. Et au-delà de la densification, réhabiliter des friches industrielles, parce qu'on a un très gros potentiel en France. On a des friches, c'est-à-dire des terrains délaissés, pollués, etc., sur lesquels on pourrait justement construire davantage d'infrastructures, du logement, des usines, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros à l'hectare. Et il faut mettre la main au portefeuille et faire en sorte que les conditions, on va dire, en matière de subvention, permettent aussi de créer justement cet appel d'air pour que les usines puissent s'y implanter. On va plus souvent à la facilité en France. On va à la facilité. En fait, on va à la facilité alors qu'on aurait pu réfléchir à des modules de défiscalisation partielle pour des usines qui font l'effort d'aller sur des friches industrielles, des réhabilitations de friches qui vont dépolluer, qui vont enlever l'amiante, qui vont enlever en fait les pollutions, et d'aller justement dans une direction d'utilisation de l'existant. Mais si vous exonérez le secteur industriel, quel est son intérêt à aller mettre des centaines de milliers d'euros de dépollution par hectare? Je suis industriel, je vais aller gratouiller sur de l'agriculture ou sur de l'espace naturel dont l'achat sera beaucoup moins important avec quelques milliers d'euros à l'hectare. Donc on arrive au terme de cette émission, Thomas Ootaiakumar, il faut une volonté politique, il faut ne pas aller au plus simple, il faut réfléchir, se mettre autour d'une même table avec les acteurs économiques, environnementaux. Il faut qu'il y ait il faut faire cet effort-là, en fait, qu'on a tendance à délaisser. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens politique, c'est-à-dire de logique un peu politicienne. C'est la fameuse popole, en fait, dont tout le monde parle. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de courage politique. C'est d'affronter les sujets et de dire la vérité, en fait, aux Français et aux Françaises en disant on a des problèmes aujourd'hui et on a des compartiments environnementaux qui sont en très mauvais état. On a aujourd'hui des problèmes de réindustrialisation. Et on va essayer de composer aussi avec des solutions qui n'affectent pas votre santé. Et donc, en prenant tout ça, il faut chercher justement ce jeu d'équilibriste et en apportant une vraie direction. Et sur l'enjeu de réindustrialisation, parce qu'on parlait beaucoup de ces oppositions très frontales entre le monde associatif, environnemental, avec plusieurs corps de métier, nous, en tout cas nous, du côté de la FNH, de la Fondation pour la Nature et l'Homme, on parle aussi de réindustrialisation. On a tout un programme qui traite des enjeux de transport aussi, et dans lequel on montrait que le secteur automobile était dans une situation extrêmement difficile. On a perdu 100 000 emplois il y a 10 ans, on va sûrement en perdre 100 000 supplémentaires dans 10 ans. On nous parle beaucoup de réindustrialisation, mais les travaux qu'on a démontrés, nous, pour que la France puisse justement aller dans une direction de réindustrialisation avec des usines produisant des petits véhicules électriques et légers, notamment abordables pour les plus modestes, pour les plus précaires, ça a généré beaucoup de gêne. Parce que c'est un des rapports qui montre le découpage déjà de la valeur, comment en fait quelles sont un peu les structures de coûts qui composent la construction d'un petit véhicule, ce qui est toujours un peu opaque, les marges générées par le secteur de l'industrie automobile, et encore une fois on parle de cette répartition de la valeur. Et en démontrant tout ça, ça suscite
heureusement déjà quelques débats, puisqu'on a été contacté par certains ministères pour en discuter. Mais le souci, c'est qu'on manque de transparence et le fait de poser des constats qui sont assez gênants, si on n'est pas capable de les affronter avec courage, on n'apportera jamais les bonnes solutions. Donc plutôt que de sens politique, c'est de courage politique dont on a besoin. Et puis mon dernier point, c'est que sur tous ces enjeux de répartition de la valeur, parce qu'il est question un peu de justice sociale, bon, nous c'est ce qu'on appelle les enjeux socio-économiques, et de mettre tout ça en articulation et en mouvement, c'est porter des solutions comme nous on tente de le faire, et de générer justement les concertations que vous évoquez, mais qui aujourd'hui sont très verrouillées. Parce qu'on veut de moins en moins le faire, et on est dans une opacité très très forte, ce qui fait que tous ces sujets que j'évoque, on a de plus en plus de mal à les évoquer avec plusieurs parties prenantes, ce qui était moins le cas il y a quelques années, à cause du contexte politique actuel. Et ce qui est un peu le cas malheureusement partout, cette polarisation de la société, ce manque de débat, c'est un peu ce dont on souffre aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas Oudaya-Kumar. Merci à vous également de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube La Vie Média. Abonnez-vous surtout, n'hésitez pas à nous liker et puis à faire circuler cette vidéo. Merci à tous. Merci. Merci.